Fait que je vais l'enlever comme je peux, et voilà. Puis je vais essayer de me trouver une façon de m'asseoir pour pas avoir trop de soleil ni d'en face ni dans l'écran. OK, donc les orbites ne sont pas des ellipses. Il y a notre ami Yvon qui m'a accusé de couper les cheveux en quatre. Peut-être. D'ailleurs, j'en ai assez long et assez épais, comme vous avez vu, que c'est pas un gros problème. En fait, si tu permets, avec tu me relancer, je te dirais que c'est Kepler qui se tourne dans sa tombe, là. Ouais, pis. C'est ça. Bon, ça commence, ça promet. Et d'ailleurs, Yvon m'a accusé d'être peut-être Asperger, et j'assume pleinement. Je suis pas diagnostiqué, mais probablement que je le suis, oui. Fait qu'en tout cas, donc, on va voir comment les planètes ont été découvertes et identifiées. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on s'est rendu compte, comment ça se promène tout ça. Et on va voir à la fin qu'effectivement, peut-être que... Donc, les planètes ont été identifiées depuis la préhistoire et à peu près n'importe quelle personne qui se soit dehors le soir va remarquer d'un soir à l'autre qu'il y a certaines étoiles, entre guillemets, qui ne sont pas à la même place d'une soirée à l'autre. Les mouvements sont lents quand même, là, c'est pas du jour au lendemain à moitié du ciel, mais quand même, certains petits points se déplacent. Et pour les êtres préhistoriques, on peut supposer qu'ils pensaient que c'était des divinités. Les premiers écrits qu'on a d'à peu près n'importe quelle civilisation quand elle entre dans la phase historique, une phase historique, c'est-à-dire la civilisation apprend à écrire, la plupart de leurs écrits ont des traces comme quoi que les planètes sont vues par eux autres comme étant des divinités. Et si c'est pas des divinités, c'est leur avatar. Donc, on va voir, par exemple, en Mésopotamie, que ils voyaient les planètes comme étant des dieux, ou plutôt comme un petit peu le messager du dieu ou l'avatar du dieu, une représentation du dieu ou quelque chose comme ça. Et en Mésopotamie, ce qui est à dire l'endroit entre les deux rivières, le Tigre et l'Euphrate, un peu l'Irak moderne, on va en parler plus en détail la semaine prochaine. Les autres, ils essayaient pas de décrire les mouvements avec un modèle, savoir qu'est-ce qui cause le mouvement des astres. Ils voulaient rien que savoir est-ce qu'on peut le prévoir. Et ils ont fait des modèles mathématiques qui étaient quand même assez pas pires pour l'époque. On va, comme je disais, on va y revenir la semaine prochaine. Ensuite, on passe au grec avec ici Aristote et qui a eu, lui et Platon, beaucoup d'influence sur la façon de penser à tout ça. Pour eux, le cercle et la sphère étaient des formes parfaites. Et puis, si les planètes sont des dieux ou leur avatar, il faut qu'elles soient parfaites eux autres aussi. Si les planètes sont parfaites, ils donc sont sphériques et elles se déplacent sur des cercles à vitesse uniforme. Et puis la Terre, ben, elle est imparfaite, elle est au centre, tout retombe vers la Terre. Il y a une sorte de différence, dichotomie entre les deux mondes, la Terre et le reste. Et la sphère de la Lune, c'est comme la passerelle entre les deux. On a juste à regarder la Lune pour voir qu'elle n'est pas parfaitement blanche, il y a des petites formes dessus, donc elle est un petit peu imparfaite comme la Terre, mais dans le ciel, donc imparfaite comme les restes. Fait que c'était comme la passerelle entre les deux. Ben non, la Terre est plate, je savais pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut la déconnecter? Donc, on est arrivé avec un système de sphères concentriques, c'est-à-dire qu'on avait des boules de cristal vides et que les planètes s'étaient accrochées là-dessus, un petit peu comme un luminaire ou un trou, ou peu importe. Et ces boules-là tournaient toutes concentrées l'une dans l'autre. On pense par exemple à des poupées russes. Et au centre de ça, il y a la Terre. On a un modèle ici à droite. Autour, on a les étoiles fixes. Et plus on entre vers l'intérieur, plus on a des planètes. Je les ai pas toutes mises quand même. On a par exemple en rouge Mars, en jaune le Soleil et en gris la Lune. On se rend compte que tout ça tourne vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, en 24 heures. Mais la Lune va un petit peu moins vite, le Soleil un petit peu moins vite et Mars un petit peu moins vite que les étoiles. D'ailleurs, si on regarde Mars, là, présentement, elle s'approche vis-à-vis d'une étoile et à peu près rendue vis-à-vis de la Lune. Ah ben, même déjà là, elle a dépassé l'étoile. Donc, ça expliquait le mouvement
dans l'autre sens, donc de l'ouest vers l'est, des planètes, incluant la Lune et le Soleil. À l'époque, on considérait la Lune et le Soleil comme des planètes. D'ailleurs, le mot planète vient du grec planétès, qui veut dire des astres qui se promènent, des astres vagabonds. Donc, le Soleil et la Lune qui se promènent eux autres aussi sont vagabonds, donc des planètes. Et donc, tout ça se déplaçait vers la gauche d'une soirée à l'autre, c'est-à-dire vers l'est. Et la vitesse comme ça des sphères, la vitesse respective des sphères expliquait tout ça. Sauf que les Grecs, on cherche à seizein phenomena, préserver les apparences. Il fallait que le modèle explique qu'est-ce qu'on observe. Et puis, on observe que les planètes reculent dans le ciel. À part le Soleil et la Lune, les planètes, à un moment donné, on change de direction dans leur trajectoire sur la sphère céleste et reprennent ensuite leur mouvement vers l'est. Et on appelle ça cette boucle de rétrogradation. Et la rétrogradation, on ne peut pas l'expliquer avec les sphères concentriques. Alors, on s'est adapté. On a ici, par exemple, le dessin de la rétrogradation de Mars en 2022. Et on a imaginé une autre sphère inclinée par rapport à la première qui tient la planète. Et de la manière que cette sphère-là tourne, elle pouvait comme faire ralentir ou reculer la planète sur son orbite. C'est un chemin un petit peu compliqué qui est très difficile à illustrer. Et puis, comme on est pogné en virtuel plutôt qu'en présentiel, je ne pouvais pas faire de boule l'une dans l'autre pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, plutôt que d'essayer de se casser la tête à comprendre un dessin, on va se contenter d'une explication. Et donc, si on a cette boule-là qui fait reculer la planète serait toujours à la même distance de nous. Et puis, si on regarde le dessin qu'on a là, l'image, on voit que Mars, certains points ils sont plus brillants. On remarque ici, là, avec ma souris, je pointe ceux qui sont plus brillants. Et au début, c'était moins brillant, et à la fin, c'est moins brillant. Donc, les Grecs ont deviné, à juste titre, que à ce moment-là, la planète est plus proche de la Terre, ce qui fait qu'elle paraît plus grosse. Ils ne parlaient pas de brillance, les autres, ils parlaient de grosseur. Mais brillance ou grosseur, ça reste la même chose que ça veut dire que la planète était plus proche de nous. Et si la distance varie, ça veut dire que ça ne peut pas être sur une sphère concentrique. Alors, on arrive avec un nouveau modèle, les épicycles. Donc, la planète se déplace sur un disque ou un anneau qui lui-même se déplace le long d'un plus gros anneau qui, lui, est centré sur la Terre. Donc, l'épicycle, c'est le petit cercle, le grand cercle, c'est le déférent. Et en ajustant les grosseurs relatives d'un et de l'autre, on explique les boucles de rétrogradation. On voit que la planète semble reculer à plusieurs reprises le long de son orbite, d'une année à l'autre, par exemple. Donc, en jouant avec les valeurs, on est arrivé avec les valeurs que j'ai dans la liste à gauche. Toujours basé sur 60, on était avec un système de calcul qui nous vient des Babyloniens qui comptait par coup de 60. On va revenir un petit peu la semaine prochaine. Sauf que l'observation minutieuse du ciel et des planètes, on s'est rendu compte que les boucles de rétrogradation ne sont pas toujours au même endroit dans le ciel, puis ne sont pas toujours de la même taille apparente. Avec un épicycle simple comme ça, ils sont toujours à la même place, ils sont toujours de la même grosseur. Donc, il fallait arriver avec un nouveau modèle. Alors, on a décentré le système. La Terre n'était plus au centre, elle était un petit peu décalée, dans une direction différente d'une planète à l'autre, c'est-à-dire que chaque planète était dans sa propre orientation. Et puis, ben, vu du centre, le mouvement est toujours à la même vitesse, mais vu de la Terre, ben, les boucles de rétrogradation sont à différents endroits. On se rend compte, par exemple, ici, dans le bas, que l'angle entre chaque boucle de rétrogradation est plus grand que dans le haut. Alors, on a soit la bonne position des boucles de rétrogradation ou la bonne taille apparente, mais on n'avait jamais les deux en même temps. Alors, il fallait arriver encore avec un nouveau système. Et là, Ptolémée, dans les années 200, à peu près 150-200, est arrivé dans sa synthèse mathématique avec un système Lécan. Vu de Lécan,
la planète se déplace toujours à la même vitesse, parce que ça, c'était une autre chose. Les planètes se déplaçaient sur des cercles, toujours à la même vitesse. Et donc, maintenant, c'est vu de l'écran et pas du centre que la planète se déplace sur le déférent à toujours la même vitesse. Et la Terre est décentrée par rapport au centre du déférent de la même distance. On a ici la même distance entre la Terre et le centre qu'entre le centre et l'écran. Et vu de l'écran, donc, la vitesse est la même. Donc, vu de la Terre, les boucles de rétrogradation ne sont pas de la même grosseur, ne sont pas espacées d'autant l'une et l'autre. Encore une fois, en jouant avec les valeurs précises de la taille du déférent, de la taille de l'écran, de la taille de l'épicycle, de comment l'écran est séparé du centre et la Terre aussi, on arrivait à expliquer raisonnablement bien la position des planètes pendant la durée des observations qui étaient accessibles aux Grecs. Et c'est quand même pas mal plus long qu'on pourrait penser. On a des premières observations assez précises avec Hipparque, qui est à peu près dans les années 200 avant l'ère commune, jusqu'à Ptolémée, on est à peu près dans les années 150 après l'ère commune. Donc, on a une distance d'à peu près 350 ans. Mais les Grecs ont aussi eu accès aux observations des Mésopotamiens qui dataient quand même de quelques siècles en plus avant ça, pour dire le moins, parce qu'il y avait aussi certaines observations qui dataient d'encore pas mal plus longtemps. Et donc, sur cette, disons, 3, 4, 5, 6 siècles, les positions des planètes concordaient assez bien, pas parfaitement, mais on se disait, bon, regardez, le ciel a ses raisons que la raison n'explique pas, si on peut dire. Alors, ça devrait être quelque chose comme ça, même si on n'est pas exactement dessus, pile poil, on a quand même l'idée générale. Et ce système-là est resté enseigné pendant 1500 ans. Pendant ces années-là, la syntaxe mathématique a été transférée au monde arabe, et dans le monde arabe, elle a pris le nom arabe qui voulait dire le grand traité, la grande synthèse, et ce nom arabe-là a été retraduit en latin et en français, ou en anglais, ou peu importe, et est devenu l'Almageste. Donc la fameuse syntaxe mathématique de Ptolémée et l'Almageste qu'on a entendu pas mal tout le monde parler, au moins entendu parler, si c'est pas de l'avoir lu, que j'imagine qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui a lu ça. Peux-tu dire que l'Almageste, c'est un synonyme de l'écan? Peux-tu dire ça? Non, l'Almageste veut dire carrément le grand. Ah, OK. C'était une déformation de mégalais en grec qui veut dire grand. Et donc, c'est le grand livre, le grand traité. OK, il en parle dans son Almageste. OK, c'est ça. Dans l'Almageste, Ptolémée parle de ça pour la première fois. C'est lui qui a comme inventé. Sauf qu'on n'est pas sûr qu'il ait inventé ça parce qu'il n'explique pas dans l'Almageste comment il est arrivé à cette déduction-là, comment il a inventé ça, qu'est-ce qui lui a fait penser que ça devait exister, etc. C'est pas impossible que quelqu'un d'autre ait eu l'idée et que Ptolémée l'ait juste emprunté, mais ça a l'air que ça serait lui qui serait venu avec l'idée de l'écan. Mais le rapport que tu fais avec ce que les Arabes ont interprété par la suite, ça a changé de nom, j'imagine, c'est ça, j'ai compris, ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Si on regarde en bas à gauche, là, la syntaxe mathématique en grec, c'était le Mathematica Syntaxis que je viens de surligner. Oui. Qui ensuite est devenu Megale Syntaxis, la grande syntaxe. Et ensuite, en arabe, Al-Kitab al-Mijisti, le grand livre. Kitab veut dire livre. Et donc, en latin, il-Mijisti, c'est resté plus il-Mijisti, le grand. Et donc, on a rien que pris il-Mijisti qui est devenu Al-Majestum en latin et Almageste en français. OK, merci. Donc, les Arabes ont continué le savoir, ont maintenu la tradition. C'est faux de dire que c'est juste les Arabes puis que c'est rien qu'à cause des Arabes qu'on a ça, parce qu'il y avait l'Empire byzantin qui, lui, était l'Empire romain d'Orient, qui était parmi lequel la Grèce faisait partie.
mais la communication entre l'Empire byzantin puis ce qui est resté après la chute de l'Empire romain d'Occident, Rome, était de moins en moins prévalente. Donc, il se jasait de moins en moins. Donc, le savoir a tranquillement été perdu. Et puis, après la chute de l'Empire romain de Rome, d'Occident, excusez pour le bruit 2 secondes, après la chute de l'Empire romain, il y a eu on se détourait pas mal de tout le savoir qui avait été accumulé par les civilisations de l'Empire gréco-romain avant ça. Donc, c'est tombé essentiellement dans la déchéance et il a fallu attendre assez longtemps avant que l'Europe principale, de l'Europe de l'Ouest, si on peut dire, réentendre parler de ça. En attendant, il y a eu quand même des petites critiques ici et là, surtout dans le monde musulman arabe, un petit peu aussi en Europe, un coup que l'Almagest est revenu dans la bibliothèque commune je dirais, des savants en Europe. Et on se rendait compte qu'il y avait des petites erreurs entre la prédiction faite par les tableaux qui avaient été faits en partant de l'Almagest et les observations. Donc, on a calculé des nouvelles tables, c'est-à-dire des nouvelles éphémérides, si vous voulez, c'est-à-dire des listes de la position des planètes d'une journée à l'autre. Et puis, il est arrivé aussi des critiques. Tranquillement, pas vite, on n'osait pas en premier, mais tranquillement, pas vite, on a osé critiquer Ptolémée, excusez, j'étais un blanc. Et un coup qu'on a accepté que c'était correct de critiquer Ptolémée, il y en a de plus en plus qui ont critiqué. Et le gros problème était que l'épicycle, l'écan et l'excentrique, c'était irréaliste. Pourquoi les astres, quels qu'ils soient, tourneraient autour d'un point immatériel? Ça n'avait pas d'allure, selon eux, que la planète tourne sur un épicycle qui n'a rien au centre. Fait qu'elle tourne autour de quoi? C'était quand même assez inconcevable pour certains. Et tranquillement, pas vite, l'idée a fait son chemin qu'il faudrait avoir un centre. Et puis éventuellement, Nicolas Copernic a lancé l'idée révolutionnaire, façon de parler, comme quoi que la Terre était au centre. Non, c'était pas la bonne idée. Et c'était le Soleil qui était au centre. Et le Soleil étant au centre, les planètes tournent tout autour du Soleil. Et la Terre est une planète. Donc maintenant, la Terre tourne autour du Soleil, sauf la Lune qui tourne autour de la Terre. L'idée n'était pas neuve. Il y a des Grecs qui l'avaient lancée, et puis il avait été tourné en dérision. Parce que, si on tourne autour du Soleil, comment ça qu'on ne se sent pas tourner? C'était la plus grosse explication, mais si vous vous promenez en auto, vous ne vous sentez pas bouger, à moins qu'on pèse sur l'accélérateur ou qu'on le relâche ou qu'on pèse sur le frein. Là, on va sentir un changement. Mais pendant que l'auto roule à vitesse constante, on ne se sent pas bouger. C'est vrai qu'à l'époque, des autos qui roulaient à vitesse constante, il n'y en avait pas, puis on peut supposer que se promener en charrue tiré par un bœuf ou un cheval, qu'on sent quand même une certaine variation du mouvement. Il y avait quand même le bateau, hein? Oui, mais c'est pas tout le monde qui se promenait en bateau. Fait que quand même. Et puis en bateau, tu as les vagues, fait que tu sens quand même aussi un peu de basculement. Fait que c'était pas tout à fait. On peut les pardonner d'avoir pensé que, tu sais. Et puis, ça, enfin, avec Copernic, on arrivait à expliquer la rétrogradation. Si la Terre tourne autour du Soleil, que Mars aussi tourne autour du Soleil, Mars est plus loin, tourne en moins longtemps. À un moment donné, la Terre va être derrière. À l'approche de Mars, Mars semble reculer et la Terre finalement dépasse Mars, un petit peu comme on dépasse une voiture sur l'autoroute. Et Mars continue d'avancer dans le ciel. Et voilà, on se rend compte que, elle a avancé tout le long. C'est juste que question de perspective. Il y a ta coupe de cheveux, je pense à ça, Copernic. Excusez, il y a une personne à la fois. OK. J'ai juste une petite question. À cette époque-là, est-ce qu'il pensait que les autres étoiles tournaient autour du Soleil?
Le centre de tout était la Terre, donc Copernic, en déplaçant le centre au Soleil, plaçait le Soleil vraiment autour du centre de l'univers. OK. Et donc, oui, les étoiles tournaient autour du Soleil. Je pense que l'autre personne qui a parlé, c'est Jean-Marc. Oui, j'ai remarqué la coupe de cheveux de Copernic ressemblait à la tienne. Ben, c'est justement, j'essayais de. Pour être concept, c'est bien. Ben, c'est ça. Ma question était plus pertinente. Oui, tu as raison. Oui, oui. On continue. Donc, avec Copernic, on avait quand même une bonne explication de la rétrogradation, de la variabilité des distances, etc. Mais il y a des idées préconçues par rapport à Copernic. On pense en général que Copernic a simplifié le système. Non, il a même rajouté des épicycles. Et puis, le Soleil n'était pas au centre, mais légèrement décalé. C'est l'écart encore. Et c'était pas la même direction pour chaque planète. Donc, dans le dessin ici à droite, là, c'est pas exactement le cas. Mais on remarque, Mercure, ici, il y a 2 épicycles. La Terre, elle, aucun. Mars, 2 épicycles. Jupiter, 2 épicycles, etc. C'était vraiment plus compliqué que le système de Ptolémée. Et en plus de ça, les prédictions étaient même pas aussi bonnes qu'avec le système de Ptolémée. Et donc, ça n'a pas été tout à fait facile pour le système de Copernic d'être accepté. En plus de tout ça, Copernic a publié ça vraiment sur son lit de mort. Il y en a qui ont dit qu'il n'a jamais vu de copie. Il y en a qui ont dit qu'il a vu une copie comme quelques heures avant de mourir. Pas parce qu'il avait peur de l'Église, parce qu'il vivait dans une région de l'Europe où c'était la religion protestante, le luthérianisme, mais parce qu'il considérait justement que parce que les prédictions n'étaient pas bonnes, son système n'était pas achevé, il n'avait pas trouvé les bonnes valeurs pour tous les paramètres, et à ce moment-là, il aimait mieux attendre avant de publier. Et c'est un certain Andreas Osiander qui l'a convaincu de publier, et c'est Osiander qui a apporté le document de où Copernic vivait, à Frombork, et qui l'a apporté jusqu'à l'imprimerie, si je me rappelle bien, à Nuremberg. Et à Nuremberg, là, Osiander a donné le livre pour imprimer, mais en attendant, il avait écrit une petite préface. Anonyme, il n'a pas signé, mais tout indique que c'est lui qui l'a écrite, par le style d'écriture, etc., disant que c'était juste un modèle mathématique. Et vu que le modèle mathématique ne reflète pas nécessairement la réalité, ben, il y en a qui ont pris ça comme du catch, qu'ils ont pensé que c'est Copernic lui-même qui avait écrit ça, et donc, le système a encore moins été accepté, vu que c'est rien qu'un modèle mathématique. Et il a fallu attendre un bonhomme, sur lequel on va revenir dans quelques minutes, pour mettre de l'ordre dans tout ça. En attendant, il y a un Tuebra, Tycho Brahe de son nom plus commun. En danois, le Y se prononce U. Et d'ailleurs, en grec, le Y se prononce U. Les latins ont appelé ça le Y parce que les latins n'étaient pas capables de faire un U à l'époque. Alors, on avait le son OU, la lettre U, et le I grec qui se prononçait U en grec. Et donc, dans plusieurs langues encore aujourd'hui, le Y se prononce U. En danois, en finnois, en norvégien et en suédois aussi, je crois. Donc, les magasins JYSK, J-Y-S-K, doivent se prononcer réellement JYSK. En tout cas, donc, revenir à Tycho, ou Tuebra, le G... J'ai entendu des Danois le prononcer, j'ai entendu des Danois ne pas le prononcer. Donc, ça se prononcerait Tue ou Tuke, Bra, le E se prononce pas, et pour une raison quelconque, il a changé son nom en latin pour écrire Tycho. Et cet astronome-là, au Danemark, il est devenu quand même très populaire, très connu, et le roi, éventuellement, lui a donné une île entre le Danemark et la Suède, qui appartient d'ailleurs aujourd'hui à la Suède. Et sur cette île-là, Tycho a construit 2 observatoires, Uraniborg et Stjerneborg, littéralement la cité d'Uranie et la cité des étoiles. Et donc, de ces observatoires-là, oubliez le télescope, ça n'existait pas encore, avec des grands cadrans, puis des arbalèstrées et autres instruments du genre.
il a fait les observations les plus précises qui avaient jamais été faites. Et il a proposé un système mixte dans lequel les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil il tourne autour de la Terre. Donc, on a l'animation ici à droite. Et puis là, vous allez me dire que dans mon animation, les flèches ici sont dans le sens anti-horaire, mais le Soleil tourne autour de la Terre dans le sens horaire. Qu'est-ce que je me suis trompé? Non, remarquez les étoiles. Les étoiles tournent autour de la Terre dans le sens horaire, mais le Soleil, par rapport aux étoiles, tourne dans le sens anti-horaire. Donc, c'est la raison des flèches, ce qui fait que le Soleil avance tranquillement pas vite par rapport aux étoiles vers l'est et d'une nuit à l'autre. Et vu que les planètes suivent le Soleil dans ce modèle-là, ben, ça explique que les planètes, elles aussi, se déplacent vers l'est d'une nuit à l'autre. Le problème avec le système de Tycho comme ça, c'est que la distance de la Terre à Mars varie d'une façon qui ne correspond pas aux observations. On remarque ici, là, si Mars passe ici, elle est vraiment proche de la Terre. Le diagramme n'est pas à l'échelle, là, mais elle serait tellement proche de la Terre qu'elle serait beaucoup plus brillante que ce qu'on observe. Tycho a dit « Ah, c'est pas grave, c'est juste un modèle mathématique, ça ne donne pas nécessairement une représentation de la réalité, mais ça expliquerait mieux les observations. » Et Tycho, comme je dis, dans ses observations, il a fait les observations les plus précises parce qu'il a remarqué l'existence de l'erreur. Il y a des erreurs dans les machines, dans les appareils d'astronomie. Par exemple, les graduations qu'on ferait sur un cercle gradué, l'épaisseur du trait ne peut pas être nulle parce que sinon on ne verra pas le trait. Mais vu que je peux mesurer dans la partie gauche du trait ou la partie haute, dépendant comment le trait est placé, et dans la partie basse du trait. Donc, l'épaisseur du trait a une influence sur la façon dont je mesure. Et en plus de ça, chaque personne a sa propre décalage, sa propre erreur. Donc, quand je mesure quelque chose, mettons que j'ai 2 points pour 2 piquets que j'aligne pour viser, est-ce que je place mon œil à gauche des piquets ou à droite des piquets? Chaque personne, donc, a sa propre erreur. Et Tycho a trouvé le moyen de calculer l'erreur de chacun de ses, je dirais quasiment des esclaves, de ses assistants. Il y en avait une centaine qui ont passé sur l'île de Venne pendant les quelques années qu'il était là. Et donc, pour corriger l'erreur de chacun des assistants, ainsi que la sienne, ainsi que celle des appareils, il est arrivé avec les positions parmi les plus précises qui avaient jamais été trouvées. Il y a un nouveau document qui a été découvert il y a seulement quelques mois qui fait état d'un catalogue d'étoiles encore plus précis que celui de Tycho, à peu près à la même époque. Donc, ça serait faux de dire que Tycho était le plus précis jamais fait jusque-là, mais disons le plus précis, très connu. Ensuite, Tycho, parmi ses assistants, il y avait un Johannes Kepler. Johannes Kepler, il a travaillé avec Tycho pendant à peu près juste 1 an. Tycho est mort. D'ailleurs, il y en a qui ont pensé que Kepler était jaloux de Tycho et qu'il l'avait tué. Ça a finalement été... il n'a jamais été accusé, il n'a jamais été pénalisé, mais les accusations se sont poursuivies jusqu'au début des années 2000. Oui, 400 ans plus tard. Et pourquoi Kepler aurait été fâché contre ça comme contre Tycho? Ben, c'est que Tycho ne lui laissait pas un accès complet à toutes ses observations. Tycho avait remarqué que l'orbite de Mars n'était pas du tout avec les prédictions qu'on faisait. Il avait chargé Kepler de calculer l'orbite de Mars, mais il lui donnait ses observations au compte-gouttes et Kepler n'avait pas le droit de les copier, il n'avait pas le droit de les garder, il fallait qu'il redonne à chaque fin de soirée, tout ça. Donc, Kepler aurait voulu avoir toute la pile tout d'un coup. Et à la mort de Tycho, Kepler a finalement mis la main sur les documents aux grandes dames de la succession de Tycho, et puis à force de calculer, d'essayer toutes sortes de formes de courbes, dont l'ovale. L'ovale qui était la forme d'un œuf, c'est-à-dire un rond étiré avec un bout qui est plus large que l'autre bout. Ça fonctionnait pas, mais il était pas si loin. Il avait pensé à l'ellipse, mais non, ça se pouvait pas. Pourquoi, je sais pas.
Finalement, il est revenu à l'ellipse et puis il s'est rendu compte que l'ellipse concorde tout à fait bien avec les observations et que si les orbites des planètes sont des ellipses, à ce moment-là, ça explique tous les mouvements, toutes les positions observées à perfection. Et il a donc publié Astronomia Nova en 1609. Ça aussi, j'en ai une copie à côté de moi qu'il faudrait que je commence à lire un jour. Et dans ça, il explique des lois du mouvement planétaire. On va y revenir dans quelques instants. En attendant, c'est quoi une ellipse? Donc, une ellipse, c'est essentiellement un cercle étiré ou aplati, dépendant de quel point de vue on se place. Et il y a deux points spéciaux qu'on appelle les foyers. Et les points de l'ellipse, tous les points sur le tracé de l'ellipse, ils sont à la même distance totale de ces deux points-là. C'est-à-dire, par exemple, la ligne bleue ici, si j'ajoute la longueur de cette ligne-là à la longueur de l'autre ligne bleue, j'obtiens, disons, 5. Et si je prends la ligne rouge ici, que j'ajoute la longueur de celle-là à la longueur de celle-là, j'obtiens encore 5. Et si je prends la verte, la longueur de celle-là plus la longueur de celle-là, ferait combien? Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît? 5. Et voilà. Donc, l'ellipse est décrite comme étant l'ensemble des points situés à telle distance des deux foyers que le total de distance est toujours le même. Et un cercle, donc, c'est rien qu'une ellipse spéciale dans laquelle les deux points sont au centre. Les deux points sont confondus en un seul, et donc les deux lignes sont confondues en une seule, le rayon, et donc le rayon est toujours le même, peu importe la distance, peu importe le point de l'ellipse, du cercle. Et avec une ellipse, donc, on a deux centres, si vous voulez, deux rayons. On les appelle les foyers et les rayons vecteurs. Donc, on peut décrire une ellipse avec la mesure de son grand axe, qui est la longueur, finalement, de l'ellipse, c'est-à-dire de gauche à droite sur le dessin ici, et l'excentricité, qui est à dire une mesure de l'étirement de l'ellipse ou de la distance entre les deux points par rapport à la taille de l'ellipse. Donc, si on revient aux lois du mouvement de Kepler, les planètes se décrivent une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. C'est-à-dire qu'on a le Soleil ici, à un des foyers de l'ellipse, la planète est ici, et peu importe où la planète se trouve sur son orbite, elle va toujours être sur une ellipse. La deuxième loi du mouvement planétaire, le rayon Soleil-planète balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. C'est-à-dire que quand elle est plus proche du Soleil, la planète se déplace plus vite. On remarque maintenant qu'elle ralentit parce qu'elle est rendue plus loin. Et la pointe de pizza qu'elle dessine, imaginaire bien sûr, a toujours la même surface. C'est-à-dire l'angle n'est pas le même, mais la surface couverte par la pointe de pizza est toujours la même, peu importe où la planète se trouve sur son orbite. Et la troisième loi, qui est apparue 10 ans plus tard dans un livre qui s'appelle Harmonices Mundi, l'harmonie des mondes, Kepler a remarqué que le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'orbite. Qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, c'est que plus une planète est loin du Soleil, plus elle va aller lentement. On voit que la planète ici est beaucoup plus lente que celle-là. Et que si on prend le temps au carré, c'est proportionnel à la longueur de l'ellipse, ici au cube. Proportionnel et non égal, au sens où il y a un chiffre qui vient s'ajouter là-dedans. Donc, il y a un facteur par lequel il faut qu'on multiplie un ou l'autre, ou qu'on divise, peu importe, pour obtenir l'autre. Dans le cas d'un même corps central, par exemple le Soleil ici, c'est toujours le même chiffre. Par exemple, pour le Soleil, si je me rappelle bien, c'est quelque chose comme 7 fois 10 à la moins 7. C'est toujours le même. Pour la Terre, vu que la Terre n'est pas le Soleil, qu'elle n'a pas la même masse, le facteur de multiplication est différent. Donc, c'est pour ça que Kepler a dit c'est proportionnel et non égal. Et donc, avec ces trois lois-là, on arrive avec la description du mouvement des planètes. Les paramètres orbitaux d'une planète, donc, c'est la façon de décrire l'orbite. Donc, je disais qu'on peut prendre une ellipse et la décrire avec simplement son grand axe, qui est la longueur de l'ellipse, et l'excentricité, qui est la mesure entre essentiellement le centre et le foyer. Il y a des symboles pour ça, A et E, bien sûr. Mais ça me dit
la grosseur de l'ellipse. Ça ne me dit pas comment elle est orientée dans l'espace. Alors, il y a d'autres valeurs numériques pour ça. Pardon. Et si on prend le point vernal, qui est à dire l'endroit où le Soleil semble croiser l'équateur céleste du sud au nord, on prend le point vernal comme point de référence, on a l'argument du périhélie, qui est à dire la direction dans laquelle le périhélie pointe. Le périhélie, c'est l'endroit le plus proche du Soleil. Pour la Terre, on a le périgée. Pour la Lune, on a le péricélène. Pour Saturne, je vous laisse deviner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre une chance de me dire comment s'appelle le point le plus proche de l'orbite d'un objet autour de Saturne? Non? La poisse, puis Michel, la main levée à Michel. Michel Renaud. Oui, un petit instant. Ah, il est en train de googler, c'est pas correct, ça? Non, c'est pas ça. C'est que dans ma réponse, ça s'appelle un petit instant. Dans ma présentation sur les planètes et les... bougez pas, je vais retrouver. Oui, il y a quelques semaines, oui. Oui, c'est ça. Oui, je ne le sais pas par cœur, puis pourtant, je vous l'avais tous indiqué à chacun. Je me rappelle du périastre et la poastre. OK, c'est Péricrone ou Apocrone. Exactement, parce que Saturne était le dieu du temps, donc Chronos. Et donc, on a le périastre qui est un point par rapport à un astre en général. Oui, c'est ça. Et je pense que je l'avais dit quand que Michel a fait sa présentation, mais on entend souvent aussi le périapse et l'apoapse. Mais un apse, c'est déjà le point extrême de l'orbite. Donc, on a ici l'apo et le péri. Donc, la ligne des apses, c'est la ligne du péri à l'apo. Donc, un apse, c'est le point. Donc, si je dis le périapse, je veux dire le point le plus proche du point le plus proche. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Alors, c'est mal bâti linguistiquement et le mot correct est périastre et apoastre. Mais malheureusement, les astronomes n'ont pas toujours le sens de l'étymologie, fait que malheureusement, on lit beaucoup périapse et apoapse. Oui, Michel? Je n'avais jamais entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu crois? Ouais, bon, je vais aller me mettre ici. Hop, comme ça. OK. Moi, je n'ai jamais écrit périapse. J'avais écrit périastre et apoastre. Je ne sais pas d'où tu as sorti périapse. Oui. Périapse, on le voit peut-être plus en anglais, là, periapsis and apoapsis. Mais presque tous les documents d'astronomie que je lis qui mentionnent ces mots-là mentionnent périapse et apoapse. Ah bon, moi je les avais jamais vus. Il faut dire que je consulte souvent en français plus. Ouais, puis pour Jupiter, tu as Zen. Bouge pas, Jupiter. Ouais, on aurait plus souvent Périjove et Apojove. Et Péricrone puis Apocrone, moi je les ai vus écrits avec un C. OK. Moi, c'est du copier-coller de Wikipédia, oui. Ouais. Donc, revenons à nos moutons, la direction du périhélie, on parle de l'argument du périhélie, et j'y reviens dans quelques instants pour pourquoi on appelle ça un argument. C'est donc la direction du périhélie par rapport au point vernal qui est 0 à droite. Et donc, on aurait ici, par exemple, 30 degrés pour le W, qui est en fait un oméga minuscule. L'autre, c'est l'inclinaison. Donc, on a le plan de référence, disons le plan de l'écliptique, et on a l'orbite de l'astre. Donc, l'inclinaison, c'est simplement l'angle entre les deux lignes. Par convention, si la planète se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre vue du nord de l'écliptique, on dit que son inclinaison est plus grande que 90 degrés. Donc, mettons 120 degrés, ça serait une orbite à l'envers comme ça. Ensuite, on a la longitude du nœud ascendant, c'est-à-dire l'endroit où l'orbite
de la planète croise le plan de référence du sud au nord. Par exemple, là, disons que le cercle bleu pâle, c'est le plan de l'écliptique. On a ici l'orbite de la planète ou d'une comète, en fait, étirée comme ça. En dessous de l'écliptique, on le voit ici. Donc, la planète ou la comète arrive ici, monte au nord de l'écliptique. Et donc, le point ici, c'est ce qu'on appelle le nœud ascendant. Et la direction dans laquelle il est à 338 degrés, mettons, ici. Ou 330, 35, 40, 45, 50, ouais, 340, 333, mettons. Et donc, la longitude du périhélie, du nœud ascendant. La longitude du périhélie, elle, qu'on représente par pi ou par un oméga avec une barre par-dessus, qui s'appelle carrément poméga, qui est une variation de pi selon certains ou une variation d'oméga selon d'autres. C'est la longitude qu'aurait le périhélie si l'inclinaison de l'orbite était nulle. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on additionne oméga minuscule avec oméga majuscule pour obtenir pi ou poméga. Donc, si je reviens à mon dessin ici, l'argument du périhélie, on l'appelle l'argument parce qu'on l'ajoute à l'autre pour obtenir la longitude. Et si l'inclinaison était nulle, c'est-à-dire si l'orbite était dans le plan de l'écliptique. Donc, si on fait le total de l'argument du périhélie et de la longitude du nœud ascendant, on se ramasse à additionner deux angles dans deux plans différents. Et mathématiquement, ça n'a pas de sens. Sauf que en astronomie, on doit le faire pour arriver à certaines valeurs calculées correctement. On peut-tu dire, Pierre, que je te regarde puis je t'écoute parler là, dans les paramètres orbitaux, là, on peut-tu dire que lorsqu'il faisait les lancements, mettons, d'Apollo, les missions vers la Lune, ou encore qu'il quittait le système, il quittait la Terre, puis qu'il faisait les calculs à la main, là, à bras, avec des calculatrices, puis des calculateurs qui marchaient quasiment à l'eau de vaisselle, là. Tous ces calculs-là étaient faits manuellement, les calculs que tu expliques, on peut-tu dire ça? Oui, carrément. Oui, hein, c'était quelque chose pareil. Hein? Et en partant des éléments orbitaux, on peut trouver la position, etc. Là, je reviens dans quelques minutes. Mais comme tu dis, c'était tout fait à la main. Il y avait des règles à calcul. Un coup qu'on a inventé les règles à calcul, c'est sûr que aussi l'invention des logarithmes par Leibniz puis Newton a beaucoup aidé. On se ramassait, au lieu de faire des multiplications, on faisait des additions de logarithmes. Mais quand même, là, oui, de faire tout ça à la main, c'était... comme disait la publicité il y a à peu près 40 ans, je vais la paraphraser, c'était long et pénible, comme le mal de tête lancinant et pénible. Prenez Anacine. Ouais, et ça devait certainement leur donner des maux de tête, justement. Il parlait des femmes, justement, des femmes noires. Il y a eu un film là-dessus là, qui faisait des calculs, là, c'est ça qu'ils faisaient. Oui. Mais au moins, eux autres, ils avaient l'avantage. Ben, les femmes faisaient essentiellement le calcul à la main, mais eux autres, il y avait l'avantage que les machines calculatrices, les ordinateurs, si on peut dire, les calculateurs, commençaient à exister. Fait qu'ils pouvaient au moins vérifier leur calcul, soit le calcul de l'ordinateur à la main ou le calcul à la main, le vérifier l'ordinateur. Ah, OK. Mais je me rappelle d'avoir lu quelque part que John Glenn avait dit que il ne voulait pas décoller si la madame en question n'avait pas vérifié le calcul elle-même. Oui, absolument. Mme Gobble. Ils avaient des grands tableaux noirs comme celui à Gilles. Là. Pardon? Ils avaient des grands tableaux noirs comme celui à Gilles dans ce cas. Oui. Et probablement encore plus grand. Je fais partie du film, j'ai joué dans le film. Ah, OK. C'est toi le gars qu'on voit passer en arrière. Donc, avec ces paramètres orbitaux-là, qu'est-ce qu'on fait? Il en manque un. Avec tous ceux-là, on a la forme de l'orbite et son orientation, mais on ne sait pas où la planète se trouve sur son orbite. Alors, en plus de ça, il faut connaître une des valeurs que j'écris là. Disons, le moment du passage au périhélie, c'est-à-dire le moment heure, minute, seconde, date, heure, minute, seconde, où la planète se trouve au plus proche, ou la longitude moyenne, c'est-à-dire à quel endroit elle se trouve le long de son orbite, ou l'anomalie moyenne, je reviens dans 2 secondes, ou l'anomalie excentrique, ou l'anomalie vraie, plus le mouvement quotidien. Donc, vu qu'une ellipse, c'est un petit peu difficile à décrire mathématiquement, on a inventé une planète moyenne
qui se déplace à vitesse constante sur son orbite circulaire en le même temps que ça prend à la planète pour faire le tour. Donc, disons, Jupiter, que ça lui fait... Oui, Normand, tu as raison, c'est Napier qui a inventé le logarithme. Donc, disons que ça prend la planète 89 jours, comme Mercure, pour faire le tour. Donc, on aurait 89 jours et des poussières là, pour faire le tour, mais sur une orbite circulaire. Évidemment, vu que la planète se déplace plus vite quand elle est plus proche du Soleil et moins vite quand elle est plus loin, si un astre se déplace à vitesse constante sur une orbite circulaire, il ne sera pas au même endroit sur son orbite que la planète réelle sur sa réelle orbite. Et donc, des fois, les valeurs ne fitent pas tout à fait. On a par exemple l'anomalie excentrique qui est l'angle PCQ, qui est le Q qui est sur le long de l'orbite fausse, moyenne. En moyenne, OK. Et l'anomalie vraie qui est le PSK ici, donc mesuré en partant du Soleil. Mais on remarque que K et Q sont perpendiculaires à la ligne ici, au rayon de vecteur de l'ellipse. De la ligne des apses, en fait. On parlait tout à l'heure de la ligne des apses, c'est vraiment le nom de la ligne ici. Ici, ça donne là, purement par hasard que K et Q sont exactement au centre entre C et S parce que la planète pourrait être ici, par exemple, et à ce moment-là, ben, on aurait K et Q en ligne verticale perpendiculaire à l'axe, mais de l'autre côté. Et donc, la longitude moyenne, c'est l'endroit sur son orbite où elle serait si elle tournait toujours à la même vitesse. L'anomalie moyenne, elle est un petit peu plus difficile à expliquer. On va sauter vite par-dessus. C'est simplement la mesure de l'angle comme tel, mais sur le plan de l'orbite. La longitude, ça serait sur l'écliptique. Et vu que l'orbite elle-même est inclinée, l'anomalie moyenne, c'est vraiment l'endroit où la planète moyenne se trouve sur son orbite moyenne, tandis que la longitude moyenne, c'est comme la projection, si vous voulez, sur l'écliptique. Est-ce que je vais vous achaler avec des formules mathématiques? Bien sûr que oui! Donc, on a une relation entre tout ce monde-là. La longitude moyenne, c'est la longitude à un moment donné. Comment tu veux que je mette ça dans le mot du président, Pierre? Ça n'a pas d'allure. Ben oui! Je t'enverrai la diapositive. Donc, si on ajoute, on prend la longitude, l'anomalie moyenne, pardon, à un moment donné, et on se rappelle que n, c'était le mouvement moyen, donc 360 degrés divisé par la période en jours. Donc, on a l'angle que la planète moyenne parcourt par jour. On le multiplie par la différence de temps et on a l'anomalie moyenne. La longitude, c'est la longitude du nœud ascendant plus l'argument du périhélie plus l'autre, et etc. On va se dispenser de tout ça. Il y a deux équations qui sont plus importantes, façon de parler. Pour la première, l'équation du centre, ici, la longue équation, qui est essentiellement la différence entre le point de vue du centre et le point de vue du Soleil. Et l'équation principale là-dedans qu'il faut retenir, c'est l'équation de Kepler. L'équation de Kepler, c'est le rapport entre M, qui est l'anomalie moyenne, et E, qui est l'anomalie vraie, et auquel, à partir de là, on peut calculer l'anomalie réelle, donc l'endroit où vraiment la planète se trouve sur son orbite. Le problème de l'équation de Kepler, j'ai mis un petit bonhomme ici qui médite parce qu'on appelle ça une équation transcendantale, comme la méditation transcendantale. Transcendantale, pardon. Je me suis mélangé avec le jeu de mots que j'allais vous dire et à ne pas confondre avec 13 en sandales ou en grand transcendant. Et donc, l'équation de Kepler, une équation transcendantale, qu'est-ce que c'est? C'est une équation qu'on ne peut pas calculer avec un nombre fini de termes. Ici, pardon pour les gros mots et l'anglicisme, ce qui fuck le chien, c'est le sinus ici. Un sinus d'un angle, on ne peut pas le calculer avec A plus B égale C et des formules comme ça de racine carrée ou peu importe. On ne peut pas. C'est vraiment une proportion sur un angle. Et donc, si j'ai E
qui est égal à m plus E minuscule, l'excentricité sin de E, ça veut dire que j'ai la même valeur d'un bord et de l'autre qu'il faut que je trouve comment. Alors, il y a des algorithmes pour le calculer et il y a des livres au complet qui ont été écrits sur la simple équation de Kepler et comment la solutionner. Essentiellement, la façon la plus rapide ou la plus pratique, mais pas dans tous les cas, c'est de prendre E égale M, de faire le calcul, voir qu'est-ce que ça donne, et de remettre la réponse ici et de refaire le calcul, etc., jusqu'à temps qu'on n'ait plus de changement dans E. Ça peut être long à la main, là, et aujourd'hui, à l'ordinateur, c'est pas mal plus rapide. Est-ce que je vais vous achaler avec d'autres formules? Bien sûr que oui! Donc, on a ici les formules pour trouver l'endroit où la planète est réellement sur son orbite, avec L et B qui sont la longitude et la latitude écliptique. X, Y, Z, c'est les dimensions cartésiennes, donc longueur, largeur et hauteur par rapport à un point de référence. Et finalement, ben, avec la longitude et la latitude écliptique, on sait exactement où la planète se trouve. Et de là, bon, on est capable de calculer la position de la Terre, la position de la planète, pardon, dans le ciel de la Terre. Comment on fait? Essentiellement, on prend la X, Y, Z de la planète, X, Y, Z de la Terre, on soustrait un de l'autre et quelques petites formules de trigonométrie et on y arrive. Donc, ben beau tout ça, on a les mouvements des planètes, mais on n'est pas encore capable d'expliquer pourquoi. Et c'est Newton qui va voir une pomme tomber, qui a l'idée de pourquoi, c'est la gravité. Et la gravité, que les Grecs connaissaient, hein, ça serait faux de dire que Newton a découvert la gravité, ou comme il y en a qui disent, inventé la gravité. Et j'ai vu un mème qui disait Newton a inventé la gravité, et avant ça, les gens pouvaient voler. Mais donc, vu que les Grecs connaissaient la gravité, mais ils croyaient que c'était juste les choses de la Terre qui étaient soumises. Newton a l'idée révolutionnaire, et là, c'est vrai que c'est révolutionnaire, il n'y a personne qui avait pensé à ça avant lui, comme quoi que même les astres sont soumis à la gravité. Excusez. Et donc, oui, ici, je corrige que Leibniz et puis Newton ont inventé le calcul infinitésimal, et non les logarithmes. Et donc, avec Newton, Newton arrive avec la loi de la gravitation universelle qui est ici. Chaque corps attire chaque corps en raison directe des masses et en raison inverse du carré des distances. C'est-à-dire, plus on est pesant, plus on attire. Plus on est loin, moins on attire. Et avec donc au carré, donc si je suis 2 fois plus loin, j'attire 4 fois moins. Si je suis 3 fois plus loin, carré de 3, c'est 9, donc j'attire 9 fois moins, et etc. Ça expliquait pourquoi les planètes se déplacent plus rapidement quand elles sont proches du Soleil, tout simplement parce qu'elles sont plus attirées par le Soleil. Donc, vu qu'il les attire plus, elles accélèrent, et rendues de l'autre côté, ben, tranquillement, pas vite, elles vont décélérer parce qu'elles sont comme attirées vers l'arrière par le Soleil. Et c'est pour ça que, pardon, il y a une variation de vitesse. Mais il y a des interactions entre les planètes. Si tout attire tout, à ce moment-là, disons, Jupiter attire la Terre, et l'effet est là. Il est faible, mais il est là, et chaque planète est comme tiraillée par les autres. On pourrait dire que chaque orbite est tiraillée, et les orbites changent lentement et graduellement avec le temps. Si je prends par exemple une personne de 75 kg, à peu près 170 livres, elle va être attirée de 736 mètres par seconde par la Terre et 44 cm par seconde par le Soleil. Donc, je suis attiré de 44 cm par seconde par le Soleil. Pourquoi je ne me sens pas déplacé vers le Soleil? Oui, OK, la Terre m'attire plus, c'est une bonne raison, mais il se trouve que la Terre, elle aussi, est attirée du même 44 mètres par seconde, donc on ne se sent pas attiré différemment de la Terre parce que la Terre suit dans le mouvement. Et pourquoi tout ne tombe pas vers le Soleil ou tout ne tombe pas vers la Terre, ce qui tourne autour de la Terre, etc.? Ben, tout simplement à cause de la vitesse qu'ils ont à tourner. Un petit peu comme si on fait soigner, je trouve pas le mot, virevoler une chaudière remplie d'eau, on l'attache à une corde et on la fait tourner comme ça dans les airs. L'eau
sortira pas de la chaudière si on tourne assez vite. Et c'est pour ça que les planètes ne tombent pas vers le Soleil. Et donc, vu qu'elles sont tiraillées, les orbites changent graduellement avec le temps. Comment vite? Vraiment pas vite. Il y a deux précessions principales. La précession nodale, c'est-à-dire la précession du nœud ascendant, c'est-à-dire l'endroit où la planète ou le satellite, comme on a ici, va passer du sud au nord du plan de référence. La grosse partie de tout ça, c'est dû à la non-sphéricité du corps principal. La Terre est plus large à l'équateur qu'au pôle, et ce renflement-là fait en sorte que le satellite qui tourne autour est comme attiré plus quand il passe vis-à-vis du renflement qu'ailleurs, et donc sa vitesse change et son orbite change tranquillement pas vite. Ici, on voit que le périgée du satellite est toujours dans la même partie de son orbite, ici, les points jaunes, mais on voit que l'orbite elle-même tourne, le plan de l'orbite elle-même tourne par rapport à la Terre. Donc, imaginez là, dans la 3e dimension par rapport. Mettez votre main droite devant vous comme si vous faisiez un signe de stop et tournez votre main pour voir votre paume. Donc, c'est le mouvement que l'orbite fait par rapport à la Terre, dans le cas qu'on a ici. C'est aussi dû aux interactions gravitationnelles avec les autres planètes. Et là, il y a un paquet de formules qui, bêtement, sont bien difficiles à trouver sur Internet. En fait, je n'ai toujours pas trouvé les formules à mon goût. Je trouve quelque chose qui m'amènerait à ça, mais pas ces formules-là directement. Donc, je trouve ça un petit peu plate, mais en tout cas, je vais continuer mes recherches et j'y arriverai bien un jour. Et l'autre, c'est la précession du périhélie. Celle-là, on a entendu parler par rapport à Mercure. Il y a 4 composantes, les forces de marée entre les deux corps, les perturbations dues aux autres planètes, et c'est là le genre de formule que je cherche pour la précession du nœud, c'est-à-dire qu'on ajoute ici le genre de E, c'est la lettre grecque sigma, qui veut dire somme. On ajoute l'influence des planètes internes et des planètes externes. Donc, l'influence de chaque planète est comptée là-dedans. Ensuite, le quadrupôle, qui est la déformation gravitationnelle due au corps central, et la clé du mouvement ici, la relativité. La théorie de la relativité ajoute une composante qui n'était pas prévue, comme les autres du haut, par la physique newtonienne. Et c'est ça qui rend le périhélie de Mercure célèbre, c'est qu'on observait le mouvement de Mercure et on se rendait compte qu'il avance tranquillement pas vite. Son orbite tourne autour du Soleil, comme ici, grandement exagéré. Et le mouvement qu'on détectait était aux alentours de 575 secondes d'arc par siècle. C'est vraiment pas rapide, c'est vraiment pas beaucoup. Tandis que la théorie de la gravitation de Newton, toutes les formules ici, sauf celle de la dernière ligne, au total, ça donnait 535 secondes d'arc. Donc, on avait une différence de 42-43 secondes d'arc qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et quand Einstein a écrit la théorie de la relativité, il s'est rendu compte qu'il y avait certains paramètres dans la théorie de la relativité qui faisaient en sorte que l'espace-temps lui-même, le tissu de l'espace-temps, se trouve à tourner autour du Soleil. Le Soleil fait comme s'il tortillait plus ou moins en tornade le tissu de l'espace-temps et que les astres autour de lui donc le suivent. Donc, l'espace-temps est tourné, donc la planète, son orbite reste fixe dans l'espace-temps. C'est pour ça que Newton ne l'avait pas détecté. Mais vu que l'espace-temps lui-même tourne, ben, la planète tourne, ou enfin l'orbite tourne autour du Soleil. Et Einstein a fait le calcul et c'est Einstein lui-même qui a écrit un article qui expliquait la différence et qui a calculé que la différence due à la relativité était de 43 secondes d'arc par siècle. Et regarde donc ça se trouve être la différence qu'on cherchait. On lit parfois que le périhélie de Mercure avance de 43 secondes d'arc par siècle. C'est pas vrai. Il avance de 43 secondes d'arc par siècle à cause de la relativité, mais en tout, il avance, comme je disais, d'à peu près 575 secondes d'arc par siècle,
à cause de la gravité et de la relativité ensemble. Aïe, aïe. Et puis, bizarrement, si on fait des recherches pour trouver l'équation la précession du périhélie, en général, on tombe juste sur la dernière, la relativité. Les autres, il faut creuser un petit peu plus. Donc, est-ce qu'on a des exemples de ça? Est-ce qu'en plus de Mercure là, qui avance tranquillement pas vite, est-ce qu'on a des exemples? Ben, il se trouve qu'il y a 16 astéroïdes incluant 16 planètes mineures, petits corps du système solaire, incluant Pluton et Haumea, qui ont au moins 2 satellites. Et on a ici 2 exemples, 1994 CC et 2001 SN 263. Et regardez les orbites de ces satellites-là. Ils avancent tranquillement pas vite. Ça fait comme 2 gros nœuds papillons. Là, malheureusement, à cause de la façon que j'ai programmé, c'est en JavaScript et puis pour une raison ou une autre, ça ralentit avec le temps, mais normalement, les satellites sont supposés toujours avancer à la même vitesse. Et dans le cas de 2001, SN 263, ça paraît un petit peu moins, mais regardez ici, c'est plus épais qu'ici. Ici encore, c'est plus épais, plus mince, c'est plus épais. Donc, on voit qu'il y a un mouvement de l'orbite autour du corps central. Ça, c'est vu du pôle nord de chacun des corps centraux. Et on a ici la précession en degrés carrément par jour. Là, c'est beaucoup. Précession du périhélie de Mercure, c'était 570 secondes d'arc par siècle. Lui, c'est essentiellement la même affaire, mais par jour. C'est Les vraiment corps sont plus énorme. petits, ça peut expliquer ça? Ben, c'est les distances qui sont plus petites. Ah, C'est ok. vraiment parce qu'ils sont beaucoup plus proches de leur corps central que Mercure ne l'est du Soleil, donc l'effet est beaucoup plus prononcé. Et un autre exemple qu'on a, ben, c'est les satellites de Saturne, Epiméthéeus et Janus, ou Janus et Épimètre, il y en a qui disent en français. Les deux ont presque la même orbite. Il y a une différence d'à peu près 50 km dans leur demi-grand axe. Et ils sont tellement proches de Saturne aussi que les forces sont quand même assez fortes. Donc, il y a une grosse précession du nœud et du périchrone. Et vu dans ce qu'on appelle un référentiel en rotation, on a ici en haut à droite l'animation du mouvement des satellites. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent à reculer. Ça veut dire que par rapport à une position fixe qui tourne par rapport à Saturne, ben, tranquillement, il y en a un qui prend un petit peu de retard. Il continue de tourner dans le même sens autour de Saturne, mais comme moins vite, si vous voulez. Et ensuite, ben, quand on le voit ici, ben, c'est parce qu'il va plus vite autour de Saturne. Et pourquoi qu'il irait moins vite et plus vite? Ben, la seule explication qui fait qu'on ralentit ou on accélère quand on tourne autour d'un corps central, on l'a vu avec la théorie de Kepler, les lois du mouvement, c'est qu'on doit être à une distance différente. Et si on regarde la distance, le demi-grand axe de Janus en vert et d'Epiméthéeus en... c'est quoi ce couleur-là? C'est comme un genre Disons de violet, là. violette. Ouais, je suis daltonien, hein, fait que moi, je vois ça comme mauve ou peu Ouais, importe. c'est ça, ça peut être ça aussi. Ça, je vois le vert, là, mais en tout cas. Mhm. Donc, on a ici à gauche les valeurs et on se rend compte 152 000 km, 152 150, une différence de vraiment là, 150 km, comme je disais. Et à tous les 4 ans, on a les années en haut, à tous les 4 ans, les deux changent d'orbite un par rapport à l'autre. Il y en a un qui change moins parce que Janus est beaucoup plus massif, beaucoup plus lourd que Epiméthéeus, il est plus gros. Et Epiméthéeus change beaucoup. Là. On a quelque chose comme presque 200 km de différence. Et en plus de ça, là, il y a des petites variations en dedans de l'année, pas mal plus grandes pour Epiméthéeus. Quoique, mon graphique ici, c'est fait avec un calcul par rapport aux formules, mais dans l'article, l'article qu'on a ici en bas, ils ont essentiellement le même graphique, mais ils ont le même genre de variation ici dans cette partie-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi, moi, il y a une plus grande différence, mais ça reste que c'est à peu près, là, ça donne une idée comme quoi que Janus et Epiméthéeus comme switch d'orbite l'un et l'autre. C'est-à-dire que Janus, essentiellement, prend l'orbite d'Epiméthéeus, Epiméthéeus prend l'orbite de Janus, ou à peu près, et comme ça, pendant à peu près 4 ans, et ensuite, ils se basculent. Pourquoi ils se basculent comme ça? Ben, c'est que rendu à une certaine distance l'un et l'autre,
ils se mettent à s'attirer beaucoup plus, vu qu'ils sont plus proches. Et il y en a un qui ralentit, donc il tombe, et l'autre accélère, donc il monte. Et donc, les deux orbites sont switchées comme ça. Il faut dire que même s'ils sont sur des orbites très proches, les deux satellites sont jamais plus proches qu'à peu près 50 000 km l'un de l'autre. C'est quand même pas mal, mais c'est une belle danse comme ça que se livrent les deux satellites de Saturne. Et ça se trouve aussi ailleurs, par exemple, dans les anneaux de Saturne, il y a plusieurs endroits qui sont comme torsadés à cause justement que les moonlets, ce qu'ils appellent en anglais, les mini-lunes qu'il y a au sein des anneaux, qui sont tellement petites qu'on ne les compte pas comme des satellites à part entière. Ces petits mini-lunes-là font en sorte que elles autres aussi, elles changent d'orbite l'une et l'autre et torsadent comme ça l'anneau de Saturne. Donc, on a deux satellites, deux astéroïdes, pardon, 94CC et 2001 SN263. 94CC est dans la chaîne principale d'astéroïdes, donc entre Mars et Jupiter. 2001 est au-delà de l'orbite de Neptune. Quand même assez loin, même 94CC. Les deux satellites de Saturne sont quand même assez loin, c'est Saturne. Mais on a un exemple beaucoup plus proche de ça, de changement, c'est la Lune. Regardez l'orbite de la Lune ici. En pâle, c'est la position qu'elle est au-dessus de l'écliptique. En vert, c'est la position qu'elle est en dessous de l'écliptique. Et si on remarque, je vais la faire redémarrer. Si on remarque ici à gauche, regardez bien comme il faut, quand la Lune revient à ce point-là, elle n'est pas exactement au même point. Il y a un petit gap entre les deux et ensuite le gap est plus fort à ce coup-là. L'espace aussi ici. Il y a des endroits où elle est presque au même endroit. Là. Ici en haut à droite, j'ai d'ailleurs pas d'explication pour ça. Pourquoi elle est toujours plus proche, presque à la même place en haut à droite. Mais ailleurs, sur son orbite, elle ne revient jamais exactement au même point. En fait, tellement que la Terre et la Lune sont ici à l'échelle et la grosseur du point de la Lune est plus petit que l'espace entre les deux endroits où elle passe, donc par exemple ici. Et ce qui fait que on peut dire que la Lune, on avait une copie de la Lune, on clone la Lune, on a la Lune à cet endroit-là et l'autre Lune continue de tourner autour, la vraie Lune continue de tourner autour de la Terre. Un coup qu'elle complète son orbite, elle se rentrerait même pas dedans, elle passerait carrément à côté d'elle-même parce que, comme on voit ici, l'espace entre les deux est tellement grand que la Lune ne revient pas sur sa trajectoire. Donc, exactement pour la Lune, l'orbite de la Lune n'est pas une ellipse parfaite. On dit qu'elle est non keplérienne. Et pourquoi que Kepler a dit que c'était des ellipses? Ben, c'est que c'est à peu près. Hein? Si on prend la forme au long terme, c'est une ellipse. Si on prend dans l'exactitude, on a une petite déviation qui fait que c'est, disons, une spirale elliptique, si on peut dire. C'est pas exactement le bon terme, mais c'est à peu près ça. Et je parlais tout à l'heure de la précession des nœuds et de la précession du périhélie pour le Soleil, mais on aurait du périgée pour la Terre. Ben ici, on a le point rouge qui représente le périgée de la Lune. Et regardez son mouvement. Il est en train de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que la Lune est plus proche de la Terre ici, dans cette partie-là, mais toujours de plus en plus comme vers la droite. Et ici, à gauche, on a le nœud ascendant. D'ailleurs, on voit bien ici la différence de couleur entre les deux lignes, qui est ici au début de mai 2021 et qui avance tranquillement pas vite. Et donc, on remarque qu'il va aussi moins vite. Et, le cercle ouvert, c'est la longitude du nœud moyen, c'est-à-dire si on fait la moyenne à long terme. Et le petit point, c'est la longitude du nœud réel. Et lui, on remarque qu'il n'avance pas à vitesse égale tout le temps. Hein? Il y a des fois qu'il ralentit, presque arrêté, et qu'il reprend son mouvement. Donc, il fait comme un genre de zigzag comme ça. Donc, même dans les cycles à long terme, il y a des cycles à plus court terme. Le nœud ascendant de la Lune fait un cycle en 18 ans et un petit peu plus qu'et demi.
et dans un sens, donc dans le sens horaire, comme on voit ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, et le périgée de la Lune fait un tour autour de la Terre dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à peu près 8 ans et pas tout à fait 7 huitièmes. Et Pierre, ces périodes-là, oui, est-ce que cette différence-là, comme tu dis, pour que la Lune s'évite s'il y en avait deux, pourrait être due à l'irrégularité de la forme de la Terre et ou de la Lune? oui. Si on revient d'ailleurs à quelques formules en arrière, on a ici là, qui est dû à la non-sphéricité du corps principal. Et c'est la même chose pour la Lune que pour ce satellite-là. Le renflement équatorial de la Terre, le fait que la Terre est plus large à l'équateur qu'au pôle, fait en sorte que la Lune ralentit, accélère quand elle arrive dans le plan de l'équateur terrestre, parce qu'elle est attirée par ce renflement-là. Quand elle quitte le plan de l'équateur terrestre, là, elle se trouve à être ralentie parce qu'il est comme derrière elle, si on peut dire. Et c'est la même chose de l'autre côté de l'orbite. Donc, tranquillement, pas vite, l'orbite de la Lune, comme ça, change à cause, comme tu dis, de l'irrégularité de la forme de la Terre, mais aussi de la Lune, parce que, bon, un et l'autre s'attirent réellement, là, tu sais. Oui. Mais un élément complémentaire, il y a quelque chose, je ne sais pas, je pense qu'on ne l'utilise pas en français, mais qui s'appelle mascon. C'est-à-dire Oui. des irrégularités de la densité, mais ça de même, là, Oui. de la Terre. De la Terre, pour les satellites, ils sont récentes. Pour la Lune, j'imagine que c'est pareil parce qu'elle a grandi par à-couche, je peux dire. Puis, mais tout ça ensemble fait en sorte que les observations pertinentes que tu observes, ça démontre que c'est pas parfait. Exactement. Et puis, oui, les mascons, on peut dire que la Lune s'en ressent aussi, rien que beaucoup moins parce qu'elle est Oui. beaucoup plus loin, là, tu sais. Pour les autres, les mascons, ce serait comme Des concentrations de masse. concentration de masse, oui. C'est carrément D'ailleurs, une montagne, c'est essentiellement un mascon parce que la montagne a une racine que personne ne voit, comme disait le roman Bilbo le Hobbit. Mais en dessous de la montagne, il y a une partie de l'écorce terrestre qui est plus épaisse aussi, en dessous, comme plus ou moins comme un iceberg, là, tu sais, Ouais. qui fait que la montagne qu'on voit, c'est pas toute la masse du massif montagneux, là, tu sais. OK. C'est un phénomène, je crois, qui perturbait le réseau de satellites d'Iridium, je crois, parce que c'est des orbites très basses. Ça se peut, oui. J'en doute pas, parce qu'effectivement, la minute qu'on passe au-dessus d'un endroit qui attire, ben, on se trouve à être attiré plus. Et un coup qu'on a dépassé ce point-là, ben, on est attiré moins, donc on recule. Et puis, c'est normal qu'il y ait excusez le bruit, là. C'est normal qu'il y ait un changement de vitesse et que l'orbite est modifiée. Donc, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de tout. Et puis, excusez encore le bruit 2 secondes. Donc, si on tient compte de tout, il y a peut-être des parties du tout à propos desquelles on n'est pas au courant. Parce que notre savoir est peut-être encore un peu limité. Je ne dis pas qu'il y a des forces de l'univers qu'on n'a pas détectées. Je dis juste que par exemple, des concentrations de masse, des mascons dans la Terre qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, on vient de retrouver un mascon quand même assez important, essentiellement en dessous de l'Atlantique Sud puis de l'Afrique, qui serait les restants de Theia qui a créé la Lune autour de la Terre. Donc, ça confirmerait encore plus l'hypothèse comme quoi que la Lune vient d'une grosse collision gigantesque entre une planète qu'on a appelée Theia, à peu près de la grosseur de Mars, et la Terre, là, plusieurs milliards d'années, évidemment. Et il y a une partie qui a formé la Lune et l'autre partie est restée dans la Terre. Et on semble avoir retrouvé une trace de cette... Puis un troisième élément qu'on n'a pas parlé encore, puis là, je vais l'énoncer, c'est le fait que tu as des effets de marée qui ont comme des échos, entre guillemets, de rebound sur les continents. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, ça danse un peu, quoi. Aussi, puis les marées, ben, je l'avais il y a quelques secondes, là, je ne reculerai pas en arrière, mais il y avait une équation qui tient compte des marées.
Mais effectivement, vu que la Terre n'est pas une sphère uniforme, les forces de marée là-dedans font en sorte que le mouvement lui-même de la Terre, la rotation de la Terre, est essentiellement imprévisible si on prend à très petite échelle, c'est à l'échelle, mettons, du mètre, là, parce que les vagues puis tout ça, les marées, mais les vagues aussi ralentissent et accélèrent la Terre. Les éruptions volcaniques ont aussi une influence et tout ça. Donc, la seule façon d'être certain de la vitesse exacte de rotation de la Terre précise à plusieurs décimales, c'est l'observation. On ne peut pas le prédire d'avance. Et par l'observation, on arrive à calculer ce qu'on appelle le delta T, qui est une valeur essentiellement la différence entre la vitesse de rotation de la Terre et le jour parfait, 86 400 secondes. Le delta T, il y avait des formules dans Astronomical Algorithms de Jean Meus qui était publié en 98, enfin la deuxième édition, qui permettait de le calculer jusque dans les années 2000 parce que ça suivait jusque-là une courbe. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ces formules-là sont plus bonnes du tout parce que par l'observation, on s'est rendu compte que le mouvement de la Terre a changé et la courbe qui ressemblait à une moitié de parabole, donc on devinait l'autre moitié de parabole, l'autre côté, finalement, la courbe est plus plate et le delta T n'a presque pas changé depuis un certain temps, puis on se demande si la Terre n'est pas en train de ralentir encore plus. En tout cas, on s'éloigne du sujet parce que c'est pas des orbites comme telles, là, mais effectivement, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en considération. Et, tiens, je vais reculer. Non, je ne reculerai pas, mais quand je dis qu'il faut tenir compte de l'influence de toutes les planètes dans notre calcul, pour simplifier nos calculs, on prend toutes les planètes du système solaire, Pluton, on va simplifier en disant toutes les planètes naines aussi, et on prend à peu près 300 astéroïdes, les plus massifs. Mais à strictement parler, il faudrait calculer avec tous les astéroïdes, toutes les comètes et tout ça, mais on ne les connaît pas toutes. À tous les jours, on en découvre, à toutes les heures, quasiment, on en découvre des nouveaux. Alors, il faudrait les calculer, il faudrait en tenir compte dans nos calculs, mais c'est pas parce qu'on a découvert un astéroïde qu'on sait tout de cet astéroïde-là. On a à peu près généralement aucune idée de quel diamètre il y a, de sa masse. On peut pas calculer la masse d'un objet s'il n'y a rien qui tourne autour. On peut deviner, on peut guesser, on peut estimer, mais on ne peut pas la déterminer à moins qu'il y ait quelque chose qui tourne autour. On n'a pas des grosses balances géantes pour mettre un astéroïde dessus. Tu sais. Fait que de là, l'impossibilité de calculer exactement la position des planètes à très long terme parce que faudrait prendre en compte toutes les moindres particules qu'il y a dans le système solaire et on ne les connaît pas toutes. Et même si on les connaissait toutes, rien que le calcul de 1 seconde de mouvement deviendrait très long parce que il y a presque une infinité de petites particules dans le système solaire. Donc, on oublie ça. Tu sais. Rien qu'avec les 9 planètes, faire l'intégration de calculer la force de gravité de chaque planète en partant des 6 vecteurs de mouvement, donc c'est-à-dire position X, Y, Z et vitesse X, Y, Z de chaque planète. Avec les masses, je rajoute tout ça ensemble, et avec la simple équation de Newton, la force est égale au produit des masses divisé par le carré des distances multiplié par la constante de gravité. Rien que ça, pour calculer 1 seconde de mouvement, ça prend à mon ordinateur quelques secondes. En JavaScript, qui n'est pas le meilleur logiciel, puis mon ordinateur, c'est pas un super ordinateur de la NASA, mais ça donne une idée quand même de comment long que ça peut être de calculer des mouvements planétaires si on prend en compte de tout. C'est pour ça qu'on simplifie en disant c'est une ellipse, c'est à peu près comme ça, puis va comme je te pousse, puis on raffinera nos calculs plus tard. Et d'ailleurs, pour les calculs des orbites planétaires, notre théorie, c'est-à-dire notre modèle mathématique, se raffine graduellement et
dans les années 80, il y a des astronomes français de l'Université de l'Observatoire de Paris, pardon, du Bureau de calcul de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui en sont venus avec une théorie qui appelle la VSOP 87 pour l'année qu'elle a été publiée, la variation séculaire des orbites planétaires. Donc, ils prennent compte de pas mal tout ce qu'on connaissait à l'époque et des masses, tout ça, pour finalement arriver avec des calculs plus simples avec des sinus, cosinus et tout ça. Et beaucoup de facteurs à considérer qu'on rajoute et qu'on multiplie, etc. Mais au moins, on a une équation qui se tient en moins que une infinité de paramètres. Et la VSOP 87 a été raffinée par la suite. Ils ont eu la VSOP 2000. Présentement, la VSOP la plus récente, c'est la 2013. Ils planifient probablement d'en faire une autre bientôt. Et en parallèle, à la NASA, au Jet Propulsion Laboratory, ils ont les DE, les Dynamic Elements, et eux autres aussi, c'est une version après l'autre. Ils ont commencé avec les DE 200 des années 50, même les DE 100 des années 50-60, et aujourd'hui, on est rendu au DE 438, parce que on rajoute quelques paramètres à chaque au fur et à mesure que notre connaissance des masses des planètes s'affirme, au fur et à mesure qu'on découvre d'autres astéroïdes, etc. Fait que c'est un domaine C'est quasiment un raffinement indéfini. Exactement. Tant qu'on ne connaîtra pas tout, oui, probablement qu'on ne connaîtra jamais tout. Et donc, l'orbite de la Lune est assez compliquée parce que la Lune ne tourne pas par rapport au plan de l'équateur de la Terre. Son inclinaison n'est pas par rapport au plan de l'équateur, puis la Terre est par rapport à l'écliptique. Tous les autres satellites de toutes les autres planètes, leur inclinaison orbitale est par rapport à l'équateur de leur planète. C'est quoi la différence? Vous allez me dire, ouais, OK, regarde, il y a une différence ici de 5 degrés et 0.14. Ici, on a 23,44. On fait le total, ça donne 28,58. C'est la mesure. Non. Le problème, c'est que, je disais tantôt, le nœud de la Lune tourne autour de la Terre. Donc, le plan de l'orbite lunaire ici, par rapport à l'orbite de la Terre, qui est par rapport à l'inclinaison, par rapport à la Terre, qui est toujours dans la même direction. Enfin, sur 25 700 ans, ça change, là, mais pas en 18-20 ans. Ben, l'orbite lunaire elle-même tourne. Imaginez une assiette qui est un petit peu penchée présentement à gauche, mais là, vous faites pivoter l'assiette autour du point central ici, donc elle précesse, elle tangue autour de... Imaginez un poteau qui la tiendrait, là. Donc, éventuellement, l'orbite lunaire... T'entends plus, Pierre. M'entendez-vous, là? Oui, là, c'est correct. OK. Je sais pas, j'imagine que j'avais le doigt sur le micro, mais je sais pas, il y a eu le micro sur mon ordinateur. Fait que... Donc, je disais que l'orbite de la Lune penche. Imaginez là, qu'ici, on a un poteau et une assiette sur le dessus du poteau. Présentement, l'assiette est penchée vers la gauche, mais tranquillement, pas vite, ben, elle penche, elle tourne sur elle-même et puis elle penche à gauche, à droite. Et donc, son inclinaison change et éventuellement, à peu près 9 ans et demi plus tard, elle est inclinée de 5,14 dans l'autre sens par rapport à l'écliptique. Son inclinaison par rapport à l'écliptique est toujours 5,14, mais là, présentement, elle est à droite. Ensuite, elle s'en va tranquillement vers ici, et ensuite vers la gauche, et ensuite vers au loin de l'écran. Donc, ça change, et par rapport à l'équateur de la Terre, ça change complètement entre un maximum ici qui est de 28,58 degrés, comme on a vu, mais quand l'orbite est dans l'autre sens, on a ensuite 23,44 moins 5,14, donc à peu près 18 degrés. Donc, l'inclinaison de l'orbite lunaire par rapport à l'équateur de la Terre change de 18 degrés, à peu près, là, à 28 degrés en à peu près 18 ans, sur un cycle de 18 ans. Donc, le maximum, 28 degrés, on a un minimum à peu près 9 ans plus tard et un autre maximum là, à peu près 8 ans plus tard. Est-ce que ça implique aussi la libération de la Lune? Non, la libération de la Lune, c'est complètement indépendante de ça. Okay. Mais donc, la Lune va être, à cause de cette différence d'inclinaison-là, la Lune ne va pas toujours être à la même hauteur dans le ciel par rapport à l'équateur terrestre.
ou par rapport à l'écliptique. Donc, son 5,14, s'il s'ajoute comme ici, ou quand l'orbite est rendue de l'autre côté, il se soustrait, ben à ce moment-là, la Lune est plus basse dans le ciel, dans la même partie du ciel. Qu'est-ce que ça donne réellement en 3 dimensions? Ben, on a ça ici. On a l'équateur qui est l'ellipse penchée, on a l'écliptique qui est le plateau comme bleu ici, et on a l'orbite de la Lune qui est la zone ici inclinée, en dessous de l'écliptique ici, et en haut de l'écliptique ici. Remarquez 3 changements. On a le changement de grosseur de l'ellipse qui fait comme pulser l'ellipse. On a le changement de direction générale de l'ellipse. Elle va graduellement dans le sens des aiguilles d'une montre ici. On remarque la ligne des nœuds. Et le troisième, c'est que ce mouvement-là n'est pas toujours le même. Des fois, il recule un petit peu, des fois, il avance. Il fait comme osciller, mais la direction générale, elle, avance. Et remarquez la distance ici entre disons, le haut de l'orbite lunaire et l'écliptique. Toujours la même hauteur, mais pas toujours dans la même direction. Et vraiment pas la même hauteur et toujours pas dans la même direction par rapport à l'équateur. Donc, on se ramasse avec un maximum quand la partie ici va être alignée avec le 90 et avec le 6 heures ici, qui fait que la Lune va être très haute dans le ciel, dans cette partie du ciel-là, et quand elle est carrément de l'autre côté, à ce moment-là, elle serait très basse dans le ciel, dans la même partie du ciel. Disons, par exemple, dans les Gémeaux, qui est justement ici à peu près à 90 degrés, ou 6 heures d'ascension droite, là, on se ramasse en 2024-2025 avec une Lune très haute dans le Gémeaux, donc elle va passer, disons, en haut de Castor et Pollux, et quand elle serait tournée de 180 degrés, là, 9 ans plus tard, je ne laisserai pas l'animation continuer jusque-là, mais la Lune passerait plus ici, donc elle passerait en dessous de Castor et Pollux. Et donc, on a ici là, vraiment le maximum est en mars ou à peu près 2025. Donc, dans à peu près 4 ans, on va avoir une Lune très haute dans le ciel. Et en plus de ça, ça donne que, pure coïncidence, ça donne que le périgée de la Lune, qui lui se déplace dans ce sens-là, on l'a vu, ben, au début de l'animation, il était à peu près ici. En 2025, il se ramasse à peu près ici. Fait que non seulement la Lune va être très haute dans le ciel, dans les Gémeaux, mais en plus de ça, elle va être très proche de la Terre, donc on va se ramasser avec des conditions idéales pour observer la Lune, haute dans le ciel et proche de nous. Et ce mouvement-là de non-keplérianisme des ellipses, des orbites, c'est-à-dire que les orbites ne sont pas exactement des ellipses, on le trouve aussi pour... Ben, ça, c'est pour la Lune, donc on a le demi-grand axe de la Lune qui danse pas mal et on voit qu'il y a d'autres cycles cachés. Hein. On remarque que la hauteur des pointes ici n'est pas toujours à la même hauteur. L'excentricité de la Lune aussi modifiée, encore là avec une période cachée. Et l'inclinaison qui, elle aussi, danse à petite échelle et plus grande échelle. Mais ces oscillations-là ne s'appliquent pas juste à la Lune, mais aussi à la Terre. Ici, on a juste l'excentricité. Je n'ai pas modélé les autres. L'excentricité de l'orbite terrestre qui passe de presque 0, un cercle parfait, à presque 0,05. Présentement, l'orbite de la Terre a une excentricité d'à peu près 0,016. Donc, on se trouve à peu près là, ici, dans le creux. À quel point on est là-dessus? Bon, on devine qu'on est à peu près au centre gauche-droite. Quelle est l'échelle de temps? Hein? Je ne l'ai pas écrite ici. Pour l'orbite de la Lune, j'avais écrit ici... non, je n'ai pas écrit l'orbite de temps, mais on a ici de moins 4000 à plus 8000, fait qu'on devine là, à peu près l'étendue de ce changement-là. Mais ici, je n'ai pas mis l'échelle de temps. Mon petit bonhomme qui pense, ça demande justement quelle échelle de temps que c'est. Et voilà l'échelle. Donc, comme je disais, on est ici, bon, je n'étais pas tout à fait au bon endroit. On est ici, une petite ligne rouge là, qui paraît à peine pour dire juste à droite. Là, je pense qu'on ne la voit même pas. Juste à droite du 0. 50 ans, c'est vraiment rien par rapport à l'échelle de temps. Entre 800 000 ans avant 1950 et 800 000 ans après 1950. Donc, tranquillement, pas vite, l'excentricité de l'orbite de la Terre diminue. L'orbite de la Terre devient plus circulaire,
mais ensuite, là, elle va réaugmenter jusque dans à peu près 150 000 ans, et ainsi de suite. Et puis, ce changement-là d'excentricité de l'orbite de la Terre fait en sorte que l'hiver, que présentement la Terre est plus proche du Soleil, le changement va être moins prononcé. Donc, l'hiver, la Terre va être plus loin et l'été, la Terre va être un petit peu plus proche que par rapport à aujourd'hui, ou vice-versa, dépendant de quelle date on est. Donc, on a un changement de distance de la Terre au Soleil selon la saison, pas en général. Le demi-grand axe, ici, on le suppose égal tout le temps, mais selon la saison, la distance Terre-Soleil va changer, ce qui fait que certaines saisons vont être plus chaudes que, disons, un été en 200 000 ans avant maintenant et l'été dans 200 000 ans, bien, vu qu'on n'a pas la même excentricité, l'été et l'hiver n'ont pas la même température l'un et l'autre, en omettant tous les autres facteurs, bien sûr. Ça aurait-il un effet sur les grandes glaciations? Oui, c'est un des effets carrément sur les grandes glaciations. Je n'ai pas le graphique ici, là, mais je l'ai ailleurs. On voit la variation d'excentricité de la Terre avec le temps. Et on a un autre graphique qui est la variation de la longitude du périhélie et la longitude du nœud. Parce que oui, la Terre, par rapport à l'équateur du Soleil ou au plan invariable du système solaire, a une inclinaison. Mais en tout cas, si on met tous ces facteurs-là ensemble, on arrive en bas avec la variation de température sur la Terre et c'est presque parfaitement expliqué par les facteurs astronomiques si on compare avec les carottes qu'on a prises sur les arbres ou dans les glaciers, donc qui nous servent de témoins de l'histoire passée de la température sur Terre. Et donc, avec tout ça, je vous remercie de m'avoir écouté, mais ça prouve que les orbites ne sont pas exactement des ellipses, même si, comme Yvon disait, oui, c'est pas mal de splitter les cheveux en quatre. On était immergés de formules, mais c'était captivant, Pierre. Franchement, là, c'est quelque chose. Puis je te félicite vraiment, c'est exceptionnel, la qualité de tes animations. C'est toute la programmation, hein, monter ces animations-là. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de temps là-dedans. Hein? Oui, je me suis bien amusé. Oh là là. Ils ne sont pas nécessairement de qualité, parce que regardez celle-là, par exemple. Quelle est la grosse erreur dans cette animation-là? On imagine plus qu'on va te la dire. Distance. Ouais. Ben non, elle est trop facile. La boule n'est pas ronde? La Lune ne change pas elle n'est pas plus grosse ou plus petite selon si elle est plus loin, ou en avant ou en arrière. Exactement. Puis, regardez, elle monte puis elle descend autour de la Terre. Là, on a l'Afrique ici, donc le pôle sud est ici. Fait que la Lune est en dessous du pôle sud ou en haut du pôle nord. Et en plus, à l'ordinateur, on voit tout le temps la même face. Donc, de la Terre, on ne voit pas la même face de la Lune. Exactement. Fait que, Hey, on a des bons observateurs. Oui. La distance n'est pas bonne, comme je pense que c'est Marc-André qui a dit, je ne suis pas sûr. Là. Oui. Il me semble que j'ai vu Marc-André en bas. C'est quoi le diamètre de la Terre? Ben, c'est justement, la distance n'est pas bonne. La Lune est beaucoup plus loin que ça de la Terre et la grosseur n'est pas bonne. Donc, non, ça, c'était vraiment rien que pour faire cute. Là, je guesserais quelque chose, c'est que Pierre,